Cette vidéo est un prolongement de ma newsletter sur la lecture, la majuscule. Là, c'est mes remèdes contre la perte de mémoire vis-à-vis de mes livres. En gros, ça fait plus de 5 ans que dans ces deux petits carnets, j'ai synthétisé plus de 200 bouquins et qui me permettent, en fait, en quelques secondes seulement, de me rafraîchir la mémoire sur ces livres et d'en avoir directement les idées principales et la structure. Je les ai construits, j'ai construit leur structure en écoutant et en lisant des centaines de podcasts et des dizaines de livres sur comment est-ce qu'on inclut et comment est-ce qu'on crée un bon journal de bord d'un lecteur. Mais le truc, c'est que c'est même pas là sa plus grande qualité. En gros, leur plus grande qualité vient du fait que le principal problème que rencontrent les lecteurs lorsqu'ils s'essayent à un journal de bord, c'est qu'on a tendance très rapidement à en perdre l'habitude, à trouver ça un peu chiant, et donc à perdre rapidement tous les progrès qu'on avait pu faire en écrivant dessus. Et c'est précisément pour ça que je me suis documenté pour construire un journal de bord qui a une structure, qui a des règles, qui me permettent et qui vont être ultimement concentrées à s'inscrire le plus facilement et le plus rapidement dans votre routine. Mais alors du coup, vous allez me dire à quoi ça ressemble à l'intérieur de ton journal de bord. Juste avant, je vais parler des principaux concepts qui ont structuré justement leur construction et pourquoi ils sont construits de cette manière-là. Et le premier concept que je vais faire intervenir, c'est un concept qui est à la fois un légume, je crois que c'est un légume, puisque c'est un concept mobilisé par Gilles Deleuze et Félix Guattari, et c'est le concept du rhizome. Alors le rhizome, ceux qui sont un peu cuistots, vous connaîtrez, mais le principe du rhizome, je vais vous mettre une image, ça a été développé comme étant, dans sa physique même, dans sa construction même, quelque chose, on pourrait l'appeler, comme pourrait le dire Bourdieu, une structure non structurée. On va parler en fait du rhizome sous la logique déjà d'absence de hiérarchie. Comment ça se traduit en fait dans un journal de bord? C'est que je n'ai pas de structure à proprement parler, au sens où chaque prise de note va être, dans l'idée, strictement indépendante de toutes les précédentes. En ce sens, elle va chercher à chaque moment où je vais prendre mon stylo ou mon crayon pour écrire quelque chose, pour rédiger un schéma, pour rédiger un argumentaire, faire une mind map, faire une synthèse, etc. L'objectif va être la singularité, la recherche de l'originalité. C'est vraiment l'élément qui va être différenciant, en ce sens que déjà, ça va vous imposer à chaque moment où je vais prendre une note d'essayer de réfléchir à comment faire quelque chose de nouveau. Et en ce sens, en cherchant à faire quelque chose de nouveau, on va finalement rejoindre les 4 piliers de la mémoire dont je vous avais parlé dans la bibliothèque mentale, qui est la formation que j'ai construite, qui est encore accessible, qui vise à retenir un maximum de vos lectures en minimisant la prise de notes. C'est précisément un des outils dont je parle dans cette formation, à savoir mon journal de bord. Évidemment, je le développe beaucoup plus dans la formation, mais l'idée va être la suivante. Les 4 piliers de la mémoire, selon Stanislas Dehaene, qui est le principal spécialiste français de la mémoire, va parler à la fois des 4 piliers et le premier étant ce qu'il appelle l'attention au moment de la prise de notes, l'attention au moment de la captation de l'information. Si la prise de notes que vous faites dans votre journal de bord a une singularité, étant singulière, elle sera beaucoup plus facilement reconnaissable, assimilable par votre mémoire. C'est le principal concept qu'on va suivre, et la logique du rhizome va aussi, chez Guattari et Deleuze, va suivre l'espèce de maxime d'une évolution en permanence. Vous le voyez un petit peu avec la tête d'un rhizome, vous voyez que c'est quelque chose de très fluide et de très, on pourrait dire un peu aléatoire. Moi, ça me fait penser un peu au nœud de Mobius, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je vais mettre aussi une petite image, mais c'est cette logique quasi infinie de structure qui évolue au fur et à mesure de votre envie, de vos objectifs, de ce que vous êtes en train de noter, etc. Moi, c'est ce qui me plaisait parce que je suis quelqu'un de rigoureux, mais j'aimais pas l'idée de me dire, ok, là, je vais me faire un journal de bord où je vais simplement écrire des textes. J'avais envie de diversifier, de visualiser, de jouer sur les formes, sur l'originalité, changer les tailles, changer le style, le fond, la forme, etc. Deuxième règle maintenant. Donc on a parlé de cette logique d'original ou rien. Dès que je prends mon stylo pour écrire quelque chose, pour écrire un graphique, etc., je vais vous mettre des incrustations après. L'idée, c'est l'originalité à la fois sur le fond, la forme, le vocabulaire, la longueur.
Et comment ça se traduit du coup de manière très concrète? Je vais vous parler des principaux trucs que vous pourrez trouver dans ce journal. Évidemment, j'en ai d'autres, mais j'ai pas voulu les sortir. J'ai sa version de poche qui m'est extrêmement pratique. En fait, dès que je bouge de chez moi, je le prends dans ma poche. Franchement, c'est superbe parce que c'est quelque chose qui rentre dans les poches de veste. Je l'accroche avec le stylo juste comme ça. Et ça me permet en fait de suivre cette structure et de pouvoir prendre des notes à tout moment. C'est un vrai plaisir. Pourquoi? Parce que j'essaye de passer moins de temps sur mon téléphone et plus de temps sur mon journal. Avant, j'utilisais, vous savez, les applications de notes sur iPhone. En vérité, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le faire via un journal. Pourquoi? Parce que les notes, ça perd un peu de leur saveur. Vous ne pouvez pas dessiner, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses de manière vraiment pratique et directe. Et les champs de possibilités sont vraiment décuplés sur ce genre de journal. Donc je vous incite vraiment, si vous avez les moyens, en tout cas c'est vraiment pas très cher, c'est une quinzaine d'euros à peu près, de vous procurer un de ces trucs comme ça. C'est radical. Mais bon, on va revenir à la version plus solide et plus grande sur laquelle j'ai pu bien plus m'étaler. Et je vais vous parler des différents trucs que vous pouvez trouver. Peut-être que ça vous donnera des inspirations et des manières de synthétiser de la connaissance, d'écrire, de développer ou d'aiguiser un petit peu votre argumentaire, votre manière de synthétiser des choses, et j'espère que ça vous sera utile. La première chose que j'ai pu faire très souvent, c'est des mind maps. Évidemment, vous me connaissez, je suis un fervent adepte de ces représentations visuelles, de ces arborescences. Les mind maps, notamment une sur Heidegger que vous allez voir, elles sont extrêmement faciles à créer sur des pages comme ça. Vous pouvez mettre beaucoup d'informations. J'insiste dans les mind maps à essayer d'inclure des formes, à essayer si je peux, de faire des petits dessins, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'aide et c'est quelque chose qui peut me permettre de me représenter quelque chose de linéaire, du texte linéaire, des idées linéaires que j'ai pu extraire d'un livre et de les traduire sous des formes non seulement visuelles, mais j'avais un petit peu envie de dire pas en 3D, mais comment dirais-je, de manière, oui, d'une certaine manière visuelle, c'est-à-dire qu'il y ait des structures sous forme de branches, des connexions, des rassemblements, des moments où je fais des encadrés, etc. Quelque chose que je peux pas forcément faire avec du texte lorsqu'il est brut. Un autre truc que j'ai pu faire, c'est une frise chronologique. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver en live, mais je vais vous mettre le visuel parce que je vais la retrouver. J'avais lu par exemple dans ce cas-là une histoire du Portugal. Le livre évidemment était écrit de manière linéaire, il n'y avait pas de frise chronologique dans le livre, et pourtant je me disais, ok, comment est-ce que je peux me synthétiser une histoire donc quelque chose par définition chronologique puisque c'est temporel? Et bien précisément l'idée de faire une frise chronologique mais visuelle, c'est ce qui va me permettre de créer de l'originalité. J'aurais pu faire une fiche toute simple, quelque chose d'écrit comme j'ai pu le faire là, où vous avez simplement des parties de texte qui sont écrites, mais je trouvais que justement ça ne correspondait pas à cette règle d'originalité, de singularité et d'effort, et précisément cette frise chronologique, elle est rentrée beaucoup plus simplement dans ma mémoire. Évidemment, comme je viens de vous le montrer, je fais des textes aussi argumentatifs. Alors là, cette fois-ci, je vais suivre par exemple des structures de mini-introduction, de corps argumentatifs, où je vais peut-être mettre 1, 2, 3 paragraphes correspondant à des espèces de sous-parties en dissertation, et une conclusion. Mais parfois, je peux me faire des petits kiffs. Je peux essayer de, par exemple, faire un argumentaire où je vais essayer d'intégrer un maximum de citations de la part du livre que j'étais en train de lire. Peut-être que je vais m'orienter pour justement incorporer au maximum le vocabulaire de l'auteur que j'ai aimé pour m'en souvenir au mieux. Et ces textes argumentatifs peuvent justement avoir une pluralité de formes, de tailles, essayer d'avoir un style, essayer d'être le plus concis possible. Et c'est vraiment ça qui va me permettre de les ancrer. J'insiste aussi sur la dimension critique. Je fais des textes critiques à l'égard de certains des livres, souvent des essais qui ont des positions vers lesquelles je vais essayer peut-être de me faire l'avocat du diable un peu, ou essayer simplement de me mettre dans le camp opposé et voir comment est-ce que j'aurais pu argumenter vis-à-vis de l'auteur. La dimension critique, elle est très importante parce qu'elle touche au deuxième pilier dont parle Stanislas Dehaene,
à la fois, on a la partie attention qui est le premier pilier, mais en deuxième, on a la dimension argumentative, confrontation et engagement. Lui, il appelle ça la notion d'engagement. L'engagement avec l'idée, c'est ce qui va vous permettre de l'ancrer beaucoup plus facilement dans votre mémoire. Si vous relevez une information et que vous êtes attentif, c'est une bonne première étape, mais la dimension de rencontre avec elle, d'accepter de mettre votre esprit en face d'elle, d'essayer de voir comment est-ce qu'elle peut s'interconnecter avec d'autres idées que vous avez lues, c'est ce qui va précisément permettre de densifier ces connexions. Et comme vous le savez bien, la mémoire en tiroir, c'est une représentation de l'esprit, mais plus une idée va être connectée avec d'autres, moins elle va s'échapper facilement de votre mémoire et plus elle sera facilement mobilisable. C'est pour ça qu'on va essayer de suivre un peu cette logique. Alors ensuite, j'ai pas envie de m'éterniser parce que pour le coup, si chacune des prises de notes est un peu originale, en objectif, ça peut être quelque chose sur lequel je peux m'épancher pendant des heures. Mais bon, j'ai pu avoir des croquis. Là, je tombe sur un que je sais pas si je vais arriver à vous faire voir. Mais voilà, vous avez des croquis. J'ai fait des croquis un petit peu de comment je définirais une lecture intelligente, essayer de faire des schémas pour mes formations, etc. Bon. C'est pas tous les jours tout propre, c'est pas tous les jours parfait, on en reparlera juste après, c'est quelque chose dont j'essaye de ne pas me soucier, la beauté, etc. J'essaye pas de faire un espèce de journal de bord un peu esthétique qu'on peut voir chez les étudiants, etc. Non, l'idée c'est de laisser mon esprit divaguer et essayer de se structurer par des formes singulières qui sont issues de mon imagination. C'est un peu l'objectif. Donc je pense par exemple à un croquis de Bergson, un croquis que mon prof de philo nous avait fait vis-à-vis de la pensée de Bergson, qui est un philosophe qui avait parlé de la mémoire. Bref, c'est un des trucs que j'ai pu faire. Et puis après, il y a des trucs un peu plus exotiques, un peu plus originaux que j'ai pu faire. Je sais pas, je pense que je vais essayer de vous retrouver l'espèce de texte que j'avais incrusté à l'intérieur du mind map. Pourquoi j'avais fait ça? Simplement parce que j'étais en train de lire de mémoire le bluff technologique de Jacques Ellul. Et je me disais, ok, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu plusieurs idées non pas qui se contredisaient, mais qui avaient tendance à se mélanger dans l'ouvrage. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il y avait dans mon esprit pendant ma lecture. Et je me disais, très bien, en fait, si pendant ma lecture, mon esprit s'est peut-être naturellement, sans trop se soucier, se sentait un petit peu mélangé entre les idées, entre les thématiques abordées, c'est très précisément ce que je vais essayer de retranscrire dans ma prise de notes. Et c'est justement cette espèce de « ok, il s'est passé ça pendant ma lecture, je vais le retranscrire de la même manière sur ma prise de notes », en fait, ça va faire une espèce de connexion, une similarité qui va forcément m'en faire souvenir davantage. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle, parce que je l'ai noté et je me souviens très bien que pendant cette lecture, j'avais des idées qui s'interconnectaient d'une certaine manière. Et donc ça s'est traduit comme ça pendant ma prise de notes. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est comme ça que pour moi ça fonctionne et je l'ai toujours pas vu sur YouTube, etc. Et c'est surtout que elle a été construite, comme je vous l'ai dit, sur des podcasts et des lectures que j'ai faites sur des spécialistes en fait. La formation de la bibliothèque mentale est construite elle-même sur un ensemble de papiers académiques ou en tout cas de spécialistes, de livres que j'ai pu lire, dont évidemment Stanislas Dehaene, et c'est de ça qui est un petit peu advenu ce fameux journal de bord. Et je dirais que la troisième règle que je vais un petit peu suivre est quelque chose qui n'est pas très connu et dont je parle très souvent dans ma newsletter. C'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo était le prolongement d'un des épisodes de ma newsletter. C'est ce que j'appelle les objectifs SMART. Alors les objectifs SMART, c'est souvent quelque chose que certains connaissent mais ont des difficultés à appliquer, ou alors que beaucoup ne connaissent pas. Moi, j'ai découvert ça à HEC quand on travaillait quand on faisait des cours sur des études de cas de cabinet de conseil. Bon, c'est un peu triste dit comme ça, mais c'est ce qu'ils appellent un framework. Ils adorent mettre des anglicismes. Un espèce de modèle d'esprit qui va vous permettre de cocher des cases quand vous allez faire une activité. Alors, SMART, c'est un acronyme et je vais aborder très rapidement les 5 lettres de SMART parce que c'est quelque chose que j'essaye de suivre un petit peu comme fil rouge, comme colonne vertébrale de chacune de mes prises de notes. SMART, ça commence par la lettre S et S, ça vient de l'anglais spécifique. Spécifique au sens où
Spécifique en anglais, ça veut dire quelque chose de précis. On ne veut pas se perdre dans des idées générales, sauf si on a vraiment envie de se concentrer sur des généralités, mais il faut avoir un angle précis lorsqu'on s'angle sur une prise de notes. Chaque prise de notes va avoir objectif de se dire, ok, là je vais essayer de pas trop me divaguer, enfin pas de pas trop divaguer, pardon, mais plutôt de m'axer sur telle idée précise, tel argumentaire, telle critique, telle représentation, tel schéma, tel enchaînement d'idées, mais avoir comme fil rouge et comme ligne directrice de s'orienter sur quelque chose de précis. Le M, maintenant, on parle de quelque chose de measurable, donc de quelque chose qu'on peut chiffrer. Ça, c'est très efficace lorsque vous voulez apprendre quelque chose, de pouvoir le délimiter par des chiffres. Par exemple, quand j'ai lu la biographie de Max Gallo sur Napoléon, eh ben, je me rendais compte que pour mémoriser les 900 pages de la biographie, c'est assez difficile si je ne me délimitais pas par des dimensions chiffrées. Une dimension chiffrée, comment ça peut se traduire? Eh ben, vous pouvez vous dire, ok, ce qui m'intéresse dans la vie de Napoléon, par exemple, déjà pour être spécifique, c'est l'aspect, par exemple, guerrier. Et de l'aspect guerrier, j'aimerais être measurable au sens où je vais essayer de connaître au mieux, du mieux que je peux, 3 des batailles de Napoléon. Si vous vous dites simplement, ok, je vais être spécifique et je vais m'orienter sur l'aspect guerrier de Napoléon, en fait, c'est bien, vous êtes déjà un peu précis, mais vous vous rendez compte que ce dénominateur commun n'est pas suffisant, au sens où, chez Napoléon, c'est Mars, c'est Arès, c'est le dieu de la guerre, un demi-dieu, disons, mais toute sa vie tourne un petit peu autour de sa dimension militaire. Sa carrière, quand il a appris à l'école militaire et qu'il était déjà un génie de la stratégie militaire, voilà, vous allez pouvoir l'incorporer. Et après, comment vous allez faire sur toutes ces batailles de chefs de guerre en Égypte, à Alma, bref, vous allez vous perdre un petit peu. Tandis que si vous êtes capable de vous dire, ok, je vais être spécifique sur la guerre, très bien, c'est déjà spécifique, mais ensuite être measurable, c'est-à-dire me dire, ok, je vais essayer de connaître Alma, Wagram et Waterloo, et peut-être, je sais pas moi, la conquête d'Égypte, eh ben, déjà, votre esprit sait qu'il y a ces 4, vous allez vous retenir le chiffre 4 en tête, et vous allez vous dire, ok, pour Napoléon, j'ai ces 4-là, et c'est déjà une très bonne base. Parce que, tout le monde connaît un peu Napoléon sur l'aspect guerrier, et tous les gens qui auraient voulu apprendre Napoléon sur l'aspect guerrier vont se perdre dans des détails qui ne permettront pas d'avoir une certaine structure interne à ce savoir-là. À l'inverse, si vous vous concentrez sur ces 4 batailles, vous dites « Ok, je vais connaître ces 4 batailles, je vais connaître peut-être pour chacune d'elles leur date de début, leur date de fin, et l'adversaire, et comment s'est déroulée la bataille, typiquement. » Et déjà, vous saurez beaucoup plus que la plupart des gens qui se seront un petit peu perdus dans les détails. On passe maintenant, après le S et le M, spécifique, measurable, et A, c'est achievable. Là, c'est assez simple, c'est est-ce que vous êtes vraiment capable, est-ce que vous avez vraiment envie, est-ce que vous êtes vraiment désireux de connaître les 4 là. Si c'est pas 4, ça peut être 2, c'est pas problématique, c'est pas la quantité ne doit jamais être au détriment de la qualité. La qualité doit primer toujours la qualité. C'est un principe fondamental à mon avis en prise de notes. Et c'est ce qui va nous permettre d'être le plus synthétique possible. Chercher la qualité, chercher de faire le schéma qui va vous demander le moins de traits, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça vous rend attentif, ça vous engage avec l'information et ça va vous permettre de l'assimiler beaucoup plus facilement puisqu'elle sera beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, beaucoup plus finalement fine d'une certaine manière. Donc sur le S, le M et le A, maintenant le A, achievable, faites quelque chose d'achievable. Faites quelque chose dont la taille, dont la quantité soit adaptée le plus facilement possible à vos envies, à vos besoins. Maintenant, sur le R, alors R c'est relevant. R c'est relevant au sens où on va chercher à être, à capter une information qui va être utile. Relevant, c'est quelque chose qui va être pragmatique d'une certaine manière. Je pourrais essayer d'apprendre, je sais pas moi, toutes les communes de France par exemple. Ce serait quelque chose de bien d'ailleurs, mais toutes les communes de France, est-ce que ça me serait utile? Mettons, par exemple, pas les communes de France, parce que c'est mon pays, mais, je sais pas moi, toutes les communes du Bhoutan. Bon, oui, je peux essayer de faire ça, mais le truc, c'est que mon cerveau, il y trouvera pas une très grande utilité, vous êtes d'accord avec moi? Donc s'il en trouvera pas une grande utilité, par définition, la mémoire va avoir tendance à faire sa sélection naturelle et à les élaguer un peu. Donc par exemple, moi j'avais tendance, je sais pas moi, quand je lisais des livres de philo et que j'étais en master de philo, je me disais,
très bien, là je lis un truc qui n'est pas forcément dans le programme, mais je vais essayer d'apprendre des trucs que je pourrais utiliser pour mon master de philo. Et assez logiquement, assez naturellement, comme on est des êtres qui fonctionnent avec un esprit, avec un penchant utilitariste, par définition, cette information, puisque vous y voyez de la valeur indirecte, vous allez beaucoup plus facilement l'assimiler. Ça doit se retranscrire évidemment dans votre journal. Ce que vous écrivez, ce que vous synthétisez doit pouvoir se traduire par une valeur à vos yeux, une valeur à votre esprit, une valeur à votre cœur, à vos émotions, bref, une valeur pour vous. Et on arrive au dernier élément du T. Là, c'est vraiment aussi assez pertinent. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, mais c'est la dimension time-bounded. Time-bounded, ça veut dire limité dans le temps, limité par le temps d'une certaine manière. Vous allez vouloir faire une prise de notes qui soit relativement restreinte ou qui puisse se retranscrire dans une durée relativement limitée. Comment est-ce que ça peut se traduire ? Ça peut se traduire par le fait de se dire « Ok, là, en 5 minutes, j'ai envie de me faire un croquis d'un turboréacteur. » Alors, je vous dis turboréacteur parce que je suis sur ça en ce moment. Enfin, je me mets un peu à de la physique et j'ai commencé à faire un croquis juste là. Je suis désolé, vous voyez pas bien. Je suis vraiment pas un boss pour la caméra, mais je vais m'améliorer, je vous le jure. La notion de me dire, ok, là j'ai 3 minutes pour me faire ce croquis-là, on va rejoindre, c'est pas paradoxal, on va rejoindre cette limite de se dire, ok, là faut viser la qualité et pas la quantité. Donc ça répond à ce critère-là. Et par nature, vous allez être beaucoup plus engagé quand vous allez faire cette activité lorsqu'elle sera limitée dans le temps. Et ça, c'est très intéressant. Avoir à rédiger une synthèse d'un livre de, je sais pas moi, d'une page à peu près comme ça, en se disant, ok, là j'ai 10 minutes pour le faire, 15 minutes pour le faire, c'est comme l'école en prépa. Vous avez un temps limité pour faire une activité qui de base pourrait demander 10 fois plus, 100 fois plus de temps, mais précisément en vous mettant dans cet exercice avec votre cerveau, vous allez le pousser à s'engager le plus rapidement avec l'information et vous allez donc la mémoriser encore davantage. C'est ça le système SMART, je le rappelle, S pour spécifique, M pour measurable, A pour achievable, R pour relevant et T pour time-bounded. C'est hyper important. Essayez de l'avoir en tête, essayez-le, vous allez voir, c'est toujours efficace. Pour finir, j'aimerais vraiment aborder ce dernier point dont je vous ai parlé en introduction, le fait qu'en fait, la plupart des gens qui s'essayent à créer un journal de bord de lecteur ont tendance très rapidement à en perdre l'habitude, à ne pas le garder en tant que rituel. Je vais aborder ces 2 astuces, à la fois la première sous l'angle du temps et de la manière dont vous l'accordez, et ensuite la deuxième sur la manière dont vous le faites. La première astuce, qui en fait en contient plusieurs, c'est l'idée de commencer par peu. C'est ce que je vous ai recommandé dans une précédente vidéo, c'est un petit peu la règle des 10 minutes, mais version journal de bord du lecteur. Ce que vous allez faire, c'est plutôt que vous dire, ok, là je vais écrire pendant, je sais pas moi, un quart d'heure, faites le plus court possible, je pense au début, des limites de sessions où vous faites des 2-3 minutes en le rendant beaucoup plus court. Comme je vous l'avais expliqué, ça va pas vous fatiguer, ça va pas vous prendre du temps. Et donc, précisément, ça va rendre la tâche beaucoup moins intimidante et ça va s'intégrer beaucoup plus facilement. Ensuite, sur le moment où vous allez le faire, ça, c'est quelque chose de décisif. J'ai pas mal lu ou écouté sur les aspects de quand est-ce qu'il faut ancrer cette espèce de journal de bord pour en faire un rituel étant quelque chose d'encore plus fort qu'une habitude. Précisément à mes yeux, le fait de l'intégrer à quelque chose qui vous est déjà d'une certaine manière sous une routine. Par exemple, le fait de se dire, ok, là, je vais associer ma phase de moment où je prends mon journal au café que je prends tous les matins, à le faire juste avant de faire mon sport, par exemple, à le faire au moment où, juste avant de me coucher, je referme mon livre et je le pose sur la table de chevet. Ce faisant, ça va, surtout si ça prend 2-3 minutes, ça va s'intégrer beaucoup plus facilement et au fur et à mesure, vous allez avoir un petit peu un réflexe un petit peu pavlovien de lorsque vous allez refermer ce livre-là, vous allez vous dire « Ok, je prends mon journal de bord parce qu'il est à côté » et vous allez le faire. Je pense que ensuite, si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, la bonne logique, c'est d'y aller un petit peu de manière stakhanoviste. Vous allez rentrer dans le dur et vous allez peut-être vous mettre une alarme, en forçant un petit peu l'habitude à se faire avec le temps, vous dire ok, là je sais pas, il est 10h, il est 9h, je prends mon petit déj, ok, c'est à ce moment-là que je vais faire mon journal et je me mets une alarme pour m'en souvenir. Maintenant, je vais juste aborder le deuxième point très rapidement sur la manière dont vous allez rédiger.
On m'a beaucoup demandé comment je faisais pour les erreurs, pour les ratures, pour si c'était pas très beau, est-ce que je gommais, etc. Ma philosophie, c'est de me dire que, ce qu'on appelle les erreurs à l'écrit, pour moi, c'est justement une démonstration de l'esprit qui travaille, l'esprit qui se corrige, l'esprit qui se réadapte, qui se réajuste. À mes yeux, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans les ratures, dans le fait de raturer, de pas être d'accord, de gommer, etc. Et gommer, ça me dérange un petit peu parce que je me dis, ok, mais en fait, j'efface cette chose-là. C'est une rature, mais qui fait disparaître les choses précédentes. J'ai davantage tendance à les inclure et à les garder à les garder autant que je peux. Je trouve que c'est important, c'est parfaitement normal au début quand vous allez réécrire au stylo, etc., que vous allez essayer de faire des dessins, des schémas, etc. Moi, quand je vais vous les montrer, là, ceux que je vais vous montrer, ils sont vraiment pas beaux et bon, je trouve ça un peu dommage que j'arrive pas à dessiner, mais c'est pas grave, c'est moi et j'accepte d'être comme ça, de ne pas me prendre la tête avec ça et finalement, je trouve que ça contribue à la beauté et j'aime bien regarder mes journaux de bord d'avant qui étaient encore plus dégueulasses et me dire ok, mais même si c'est toujours pas ouf ce que tu fais, il y a du progrès, ça se voit que c'est beaucoup mieux et j'aime voir comment mon esprit divague et voir cette divagation au fur et à mesure du temps évoluer. C'est ça qui me plaît et je pense au dernier point, mais que j'avais oublié en tête. Ouais, juste l'environnement, essayer de le faire dans un endroit calme. Bon, au début, je vous ai dit que je pouvais le prendre dans le métro. Moi, c'est ce que je fais parce que je suis un petit peu habitué aujourd'hui. Mais voilà, dans votre routine, si vous arrivez à le trouver dans un endroit calme, là où il n'y a pas trop de bruit et où ça vous permet de le faire aisément et d'avoir un moment finalement un petit peu relaxant et de l'ordre de la méditation, je trouve, avec le temps. C'est extrêmement important et ça va vraiment vous créer un espèce de cocon dans votre vie de lecteur, dans votre routine de lecteur qui va être différent de l'acte simplement de lire et qui va grandement l'enrichir. Et le dernier point sur lequel je voulais terminer, parce que je pense que c'est un petit peu, à mes yeux, l'élément fondamental. Alors fondamental non, parce que a priori vous ne serez pas beaucoup à l'entendre, mais si vous manquez un jour cette espèce de routine, ne vous découragez surtout pas, c'est pas grave en fait, c'est logique, c'est difficile d'inclure une nouvelle logique dans votre esprit, dans votre habitude. L'important c'est vraiment de reprendre dès que possible, de garder ce journal proche de vous. Moi il est toujours sur mon bureau, les deux ils sont toujours posés là. Je peux pas vraiment me les mettre de côté, etc. Ils sont présents. Ils sont depuis un espèce de refuge de mon esprit, de mon cœur, etc. J'écris beaucoup de choses personnelles, c'est pour ça que je pouvais pas trop vous montrer l'ensemble du contenu. Mais c'est un refuge de lecteur, un refuge lié au plaisir, à l'apprentissage, et ça fait partie des bagages de ma vie, quoi. C'est vraiment un élément qui va rester avec moi dans le temps, qui peut-être un jour sera découvert par mes enfants ou je ne sais qui, et qui me permet de noter des moments de vie, noter des moments d'amitié, d'amour, etc. Et il y a beaucoup de beauté dans ça, et donc ça peut... Quand je parle d'apprentissage dans cette vidéo, évidemment, je le fais dans le cadre de ma chaîne et dans le cadre de l'apprentissage des connaissances, mais naturellement, quand ça vous accompagne dans le temps, ça devient un support émotionnel, un support de vie qui a une beauté bien plus profonde que celle de la connaissance. Et j'espère tout simplement avec cette vidéo essayer d'un petit peu jeter la petite graine qui va peut-être vous pousser à vous lancer dans un journal. J'espère avoir essayé de contribuer à ça chez vous. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis, si ce que vous en avez pensé, si vous essayez, ou même si vous êtes déjà un amateur de ce genre de journal de bord, d'avoir vos avis, vos conseils, vos retours d'expérience, ça me plairait vraiment profondément. J'adore discuter avec vous. Et encore une fois, je vous renvoie à la newsletter. C'est un bon moyen pour moi d'échanger avec vous, mais de manière plus proche. Et évidemment, quand vous me faites des retours de mail, moi, ça me fait toujours plaisir. Et je prendrai toujours le temps, même les week-ends, n'importe quelle heure, prendre le temps de vous répondre et d'échanger, d'entamer une discussion. C'est vraiment un des plaisirs les plus profonds que je peux avoir depuis que j'ai lancé cette chaîne. Donc je vous remercie et j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, à très vite.